j'espère que vous allez bien et que vous avez pu profiter de ces jours fériés du mois de mai, du moins si vous n'avez pas travaillé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on part en Ohio, à Wentzville. On est dans le comté de Warren. Wentzville, c'est une petite ville qui est assez tranquille. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'habitants dans cette ville. Ils sont un peu moins de 3000. Donc, beaucoup considèrent Wentzville comme un village et non comme une ville. C'est pas très connu. Enfin, quand je dis que c'est pas très connu, c'est un petit village. Rien ne s'y passe. Bon, il n'y a pas grand-chose là-bas. Jusqu'aux événements du 28 janvier 2014 où le village devient tristement célèbre pour une histoire de vol et de meurtre. Laissez-moi vous présenter la famille Cates. Mark et Sandy Cates vivent à Wentzville, dans le petit village, avec leurs 2 enfants et on va plus particulièrement s'intéresser à un des 2 enfants qui s'appelle Justin Michael Bach et qui est âgé de 18 ans. Justin est le fils de Sandy mais pas le fils de Mark, d'où le fait qu'il ait un nom de famille différent. La famille vit dans une maison de style ranch, c'est un style qui est assez commun en Ohio, qui n'est pas très cher à construire. Bon bref, toutes les maisons se ressemblent à peu près. Ils vivent au niveau de Corvin Road, au sud de Wentzville. Mark et Sandy se sont mariés en 2010 et tout va bien dans la famille, il n'y a pas de problème d'acceptation. Vous savez, des fois dans les familles recomposées, il y a des petites tensions. Mais là, Mark et Justine s'entendent très bien, bon, il n'y a pas de souci. Justin a récemment été diplômé du lycée de Wentzville, c'était en 2013, et avant les événements du 28 janvier 2014, il se préparait à entrer dans l'armée, et notamment dans la marine. Maintenant qu'on connaît un petit peu cette famille, on va s'intéresser aux événements du mardi 28 janvier 2014. Nous sommes dans l'après-midi, vers 15h30, Mark rentre du travail. Quand il rentre du travail, il se dit « il y a un truc bizarre ». Il y a une table qui a été déplacée dans la cuisine, il se rend compte qu'il y a des tapis qui manquent. Il se dit, mais c'est étrange quand même. Mais bon, il s'inquiète pas plus que ça. Et il va vraiment plus s'inquiéter lorsque sa femme, Sandy, va rentrer à la maison. Puisqu'elle se rend compte qu'il n'y a pas juste une table qui a été bougée et des tapis qui sont manquants. Ce qu'elle remarque, c'est qu'il manque aussi le coffre-fort qu'ils cachaient dans leur armoire et le pistolet qui était sur le coffre-fort. Immédiatement, ils appellent le 911 pour leur signaler qu'ils ont certainement été cambriolés. Et en parallèle, ils essayent d'appeler leur fils Justin, mais le fils ne répond pas. Et rapidement, ils se rendent compte qu'il y a un petit problème parce que quand ils l'appellent, le téléphone de leur fils sonne dans la maison. La police arrive sur place, ils constatent qu'effectivement, il y a des choses manquantes, que c'est certainement dû à un vol, mais ils remarquent aussi qu'il n'y a pas d'effraction. Il n'y a rien qui a été forcé. Donc c'est assez étrange comme situation. Bien évidemment, ils font également la constatation que Justin n'est pas là. Donc ils se disent qu'ils vont certainement lancer un avis de disparition un petit peu plus tard. Et puis ils font aussi leur petite enquête au niveau du voisinage. Un des voisins raconte aux policiers que durant l'après-midi, ils ont vu une voiture assez étrange qui faisait des allers-retours devant la maison et qu'ensuite cette voiture s'est garée devant la maison. Elle y est restée un peu avant de partir. Ce qui est assez simple, entre guillemets, c'est qu'ils décrivent la voiture et en fait, cette voiture, elle a une particularité, c'est que la vitre arrière est manquante et que comme il n'y avait pas de vitre arrière, la personne en question avait mis du plastique et du ruban adhésif pour remplacer cette vitre. Ce détail permet à Mark d'identifier la voiture. Il sait que cette voiture appartient à un certain Austin Myers, qui était un ami de son beau-fils. Les policiers se mettent à chercher Austin Myers et sa voiture. Austin Gregory Myers est né le 4 janvier 1995 et au moment des faits, il a bientôt 19 ans. À minuit, le 29 janvier 2014, le shérif du comté de Warren reçoit un appel de la police de Clayton. Clayton est situé dans le comté voisin, le comté de Montgomery, et c'est là où ils ont retrouvé la voiture d'Austin Myers. Cependant, la voiture est retrouvée devant la maison d'un certain Timothy Mosley. Timothy Mosley, lui, est né le 11 octobre 1994 et au moment de l'affaire, il a 19 ans. Ce qu'il se passe, c'est que les policiers de Clayton emmènent Myers au poste en vue de l'interroger
Et bien sûr, ils attendent que le shérif du comté de Warren arrive sur place. Vers 2 heures du matin, on commence son interrogatoire. On lui demande s'il connaît la ville de Waynesville, s'il a entendu parler d'un cambriolage. Bien sûr, on lui dit que des témoins l'ont vu dans la voiture. Il lui demande pourquoi il était là. Et Myers, lui, il dit qu'il n'en sait rien. Lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et dernière question qu'on lui pose, est-ce que tu connaissais Justin et est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais pourquoi il a disparu? Myers leur dit que non, il ne sait pas. Sans preuve, ils sont forcés de le ramener chez lui, enfin chez Moseley. Puis une fois là-bas, ils se disent qu'ils vont quand même interroger Moseley. Donc de nouveau, ils récupèrent Moseley, ils l'emmènent au poste, ils lui posent toutes les mêmes questions qu'ils ont posées à Myers. Forcément, Moseley répond la même chose. Il ne connaît pas Justin, il ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a pas entendu parler d'un cambriolage. Par contre, je ne sais pas s'ils leur ont demandé pourquoi ils étaient à Waynesville. Et s'ils l'ont fait, je ne sais pas ce qu'ils leur ont répondu parce que j'ai rien vu là-dessus. Moseley est ramené chez lui, mais la question que moi je me pose, c'est pourquoi ne les ont-ils pas interrogés en même temps? Je ne sais pas pourquoi ils ont fait des allers-retours comme ça. Au final, Myers et Moseley sont arrêtés et questionnés de nouveau, encore une fois. On ne sait pas pourquoi. Enfin, on a un petit doute. Lorsque les policiers sont arrivés chez Moseley pour récupérer Myers, ils se sont rendus compte qu'il y avait un troisième garçon avec eux, un certain Logan. On sait que Logan a aussi été interrogé par la police. Et lorsque son interrogatoire s'est terminé, Myers et Moseley ont été arrêtés. Donc, il serait certainement probable que Logan ait balancé ses potes. Après ça, les enquêteurs interrogent de nouveau Myers et Moseley et vous allez voir que leur histoire change petit à petit. La deuxième version de Myers, c'est effectivement, on était chez Justin, mais moi j'ai rien fait et il remet toute la faute sur Moseley. Moseley a poignardé Justine, mais lui, Myers, il n'était pas au courant de ce qu'il allait faire et il ne sait absolument pas pourquoi Moseley a fait ça. Ce que Myers ne sait pas, c'est que Moseley, qui était dans une pièce à côté, a tout entendu. Et donc il dit aux enquêteurs, c'est bon, je suis prêt à tout vous raconter, à vous dire la vérité. Oui, on a tué Justine, mais je vais vous raconter la version des faits, ma version des faits, qui est la vraie version des faits. Et vous allez voir que je ne suis pas le seul dans cette histoire. La question que je me suis posée, c'est est-ce que les policiers ont fait exprès de mettre Myers et Moseley dans des pièces séparées dont les murs étaient fins pour que Moseley entende tout ce que Myers disait? C'est vrai, peut-être qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire ça de manière volontaire pour que Moseley entende ce que Myers dise et que par la suite ils se disent je me laisserai pas accuser comme ça, mais moi je vais tout vous balancer. Peut-être que c'était volontaire. Dans un premier temps, on s'intéresse à la version des faits de Moseley. Le lundi 27 janvier 2014, Myers ne s'est pas réveillé. Il a pas entendu son réveil, panne de réveil, il s'est pas réveillé. Le problème, c'est qu'il avait un nouveau travail et que c'était son premier jour. On sait que les deux garçons avaient besoin d'argent et ce, de manière rapide. Avec sa panne de réveil, c'est pas comme ça qu'il va réussir à avoir de l'argent. Comme ils sont en manque d'argent, Myers, il a une idée brillante. Il dit à Moseley, est-ce que ça te dirait qu'on aille voler un dealer de drogue? Je connais quelqu'un, un ancien ami, son beau-père est dealer de drogue. On va chez lui, on pique son coffre-fort, on pique ce qu'il y a dans le coffre-fort, on s'en va et on aura de l'argent. Selon lui, le coffre-fort en question contiendrait 20 000 $, ce qui, dans un premier temps, serait largement suffisant pour les deux adolescents. Moseley lui dit « Ok, si c'est facile, on y va ». Tous les deux prennent la voiture de Moseley et ils se rendent en direction de Waynesville où habite le père de Justin Back. Sauf que quand ils arrivent, ils se rendent compte que Justin est à la maison. Donc ils ne peuvent pas trop faire ce qu'ils veulent, rentrer dans la maison, récupérer l'argent. Ils se ravisent et Myers dit à Moseley « Mais t'inquiète, c'est pas grave, on fait toc toc toc, on lui dit bonjour, on prend un peu le thé avec lui, comme ça on repère un peu les lieux et on reviendra plus tard. » C'est ce qu'ils font. Quand Justin voit Myers, il les invite, naturellement, à rentrer chez lui pour boire un verre, discuter. Myers et Justin, ce sont des amis de longue date. Ils ne sont plus vraiment amis, cependant ils étaient amis au collège. Il faut quand même dire que ça fait 6 ans qu'ils ne se sont pas vus. Si cela fait 6 ans qu'ils ne se sont pas vus, pourquoi Myers était persuadé que son père, son beau-père, avait toujours un coffre-fort et qu'il y avait au moins 20 000 $ dedans? Pourquoi il était autant persuadé que ça?
Bon, on n'a pas la réponse à cette question. Ils restent dans la maison de Justin Bach pendant environ 20 minutes, puis ensuite ils s'en vont, ils lui disent au revoir. Ils ne rentrent pas tout de suite à Clayton, ils se posent à la librairie de Waynesville pour un peu discuter de leur plan. Comment faire pour obtenir l'argent? Et très vite, Myers dit à Mosley, je pense que le plus simple c'est qu'on tue Justin. Comme ça, au moins, on peut récupérer l'argent facilement. Dans un premier temps, ils pensent à une injection fatale. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc en fait, ils se disent on va aller acheter de quoi faire cette injection, sauf que la carte de Myers ne passe pas. Quand ils se rendent à la pharmacie pour acheter des seringues, ils se mettent dans la queue pour attendre. Et au final, Myers, il n'a pas envie d'attendre, donc il sort de la pharmacie et il dit à Mosley, faut qu'on trouve un autre plan. Mosley raconte qu'au final, il retourne dans la maison de Justin, ils discutent de nouveau, ils s'assoient même tous les trois sur le canapé pour regarder un film, et il dira aussi aux enquêteurs que lorsque Mark est rentré du travail, il a vu Justin et ses deux amis, et il s'est aussi assis avec eux. À un moment, Mark et Justin doivent partir. Naturellement, Myers et Mosley s'en vont et ils s'arrêtent au McDonald's de Waynesville. Encore une fois, ils réfléchissent à comment s'y prendre. Et Mosley dit à Myers, mais sinon on y va maintenant. Il n'y a plus personne dans la maison. Ce sera beaucoup plus simple. Sauf que Myers, il dit non. Parce que si on y va maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont rentrer, c'est risqué, il vaut mieux attendre. Les deux garçons se résignent à rentrer et en rentrant, sur le passage, ils récupèrent deux de leurs amis, un certain Logan et un certain Cole. Une fois chez Mosley, Cole et Logan se mettent dans le canapé, ils restent dans le salon, ils font des jeux, ils regardent la télé, bref. Myers et Mosley, eux, montent dans la chambre de Mosley pour continuer d'établir leur plan. À ce moment-là, ils n'ont pas de plan. Mosley sort un petit bloc-notes et il écrit toutes les idées dessus. Leur nouvelle idée, c'est de fabriquer une sorte de garrot avec un câble un peu en acier. C'est pas vraiment un garrot, mais c'est un garrot d'étranglement. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Ce qu'il en est, c'est qu'ils veulent récupérer un câble en acier et aux deux extrémités du câble, mettre des poignées qui leur serviraient à serrer de manière assez facile dans le but d'étrangler Justin. Une fois que Justin aurait perdu la vie, il récupérerait le coffre-fort, récupérerait l'argent, puis il se débarrasserait du corps de Justin. Myers dit à Mosley qu'il pourrait également tuer Mark et faire croire que Mark a tué son fils avant de sauter la vie. Mais Mosley lui dit non, c'est trop risqué, on n'est pas des professionnels. Franchement, il vaut mieux qu'on s'arrête à un mort. Le mieux, c'est quand même de ne tuer personne. Bon, après, chacun son point de vue. Une fois leur plan établi, ils sortent en ville pour aller acheter de quoi faire leur câble d'étranglement, puis ils reviennent et ils se mettent à monter tout ça dans la chambre de Mosley. Pendant qu'ils sont en train de créer leur garrot en fil d'acier, je sais pas comment on peut appeler ça, Logan monte dans la chambre et il les voit en train de faire ça. Il leur dit, mais vous faites quoi en fait là? Au final, Logan les aide, du moins c'est ce que Mosley déclare aux policiers. Par contre, on ne sait pas s'il a été tenu au courant de à quoi ce câble-là allait servir. Myers et Mosley sont prêts. Le mardi 28 janvier 2014, Myers et Mosley se rendent de nouveau en ville pour acheter 2-3 trucs qui leur manquaient, dont de l'ammoniac, des enzymes septiques. Alors les enzymes septiques, c'est souvent utilisé dans les fosses septiques et ça sert à décomposer ce qui s'y trouve. Et aussi à éviter les odeurs. Ils achètent aussi un nettoyant pour fosses septiques et bien sûr des gants. S'ils ont acheté tout ça, c'est bien évidemment pour effacer un maximum de traces ADN. Où ont-ils trouvé l'argent pour acheter tout ça? J'en ai aucune idée. Après ces courses-là, ils se rendent à Waynesville et ils attendent un petit peu. Ils vont se balader, ils se rendent dans une station essence. S'ils attendent, c'est parce que Myers avait une idée bien précise en tête de l'heure à laquelle il voulait aller dans la maison. Il voulait y aller à 13h, pas avant, pas après. Bien évidemment, en attendant 13h, la voiture fait des allers-retours devant la maison. Et c'est là où le voisin a vu cette voiture et a dit aux policiers qu'il y avait une voiture un peu étrange qui faisait des allers-retours dans la rue devant la maison. À 13h, il frappe à la porte. Justin, qui est très gentil et qui est content de les revoir au final, leur propose de rentrer pour boire un verre, pour discuter. Lorsqu'ils arrivent dans la cuisine, ils n'attendent pas plus que ça. Mosley sort le câble d'étranglement, il entoure Justin avec et il se met à serrer le plus fort possible. Myers l'aide même à tirer avec l'autre poignet. Justin, lui, se débat, si bien qu'au bout d'un moment, les trois garçons tombent tous les trois au sol. Et Myers, il se rend compte d'un truc, il se rend compte que le câble d'étranglement, il est autour du menton de Justin, mais pas autour de son cou. C'est pas comme ça qu'ils vont réussir à l'étrangler.
En parallèle, Justin leur demande pourquoi ils font ça et Myers lui dit « Chut, t'inquiète pas, tout va bien se passer, dans pas très longtemps, tout ça, ce sera fini. » Myers dit à Moseley que le câble n'est pas au bon endroit, qu'il n'est pas autour du cou, donc ça sert à rien qu'il continue de forcer. Et Moseley, il panique, il sort un couteau et il poignarde Justin. Il le poignarde pas une seule fois, hein. Il le poignarde 21 fois. Pourquoi autant d'acharnement? Et pendant ce temps-là, Myers, lui, tant bien que mal, il déplace le câble autour du cou pour faire croire que c'est un étranglement. C'est un peu contradictoire quand même. Il n'avait pas besoin de déplacer le câble dans le sens où Moseley venait de poignarder 21 fois Justin. Comment tu veux faire croire à un étranglement alors que tu as poignardé 21 fois le corps de Justin? Je comprends pas. Après ça, Myers et Moseley se mettent à chercher le coffre-fort qu'ils trouvent dans le placard de la chambre des parents. Myers avait dit à Moseley, le coffre-fort est toujours ouvert, c'est très facile d'y accéder. Quand ils arrivent devant, le coffre-fort il n'est pas ouvert, il est fermé. Force est de constater qu'ils ne vont pas pouvoir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les deux se disent, c'est pas grave, on prend le coffre-fort avec nous. Et en même temps, ils voient un pistolet 9 mm, ils le chargent et ils le récupèrent aussi. Les deux garçons retournent dans la cuisine pour nettoyer la scène de crime avec ce qu'ils avaient acheté auparavant et aussi avec des serviettes qu'ils avaient trouvées. Ils récupèrent aussi une couverture dans laquelle ils placent le corps de Justin. Ils prennent aussi quelques affaires de Justin et ils mettent tout ça dans la voiture. Bien évidemment, ils n'oublient pas le coffre-fort et en même temps, ils récupèrent des bijoux et des cartes de crédit. Ils partent un peu avant 14 h. Ce qui est étrange, c'est que lors d'un vol, les gens essayent d'attendre qu'il n'y ait personne dans les lieux. Ça facilite les choses. Mais au final, la vraie motivation de Moseley et Myers, c'était certainement de tuer quelqu'un. Puisqu'ils ont établi tout un plan, ils ont construit un câble d'étranglement, ils voulaient venir à une certaine heure quand ils étaient sûrs que Justin était dans la maison. Donc au final, le vol il est un peu passé en plan secondaire par rapport au meurtre. Sur la route du retour, Moseley devient complètement parano. Il est persuadé que quelqu'un les suit. Il prend tous les itinéraires bis pour éviter le trafic, les grandes routes. Et à un moment, il s'arrête même. Il sort du véhicule et il vérifie qu'il n'y a pas de sang autour du véhicule. Lorsqu'il s'arrête, Myers récupère aussi le portefeuille de Justin. Et dedans, il y avait 100 $, donc il prend les 100 $. Ils ont quand même fait 45 minutes de route avec le corps de Justin dans le coffre. Et pour le moment, ils n'ont pas l'intention de se débarrasser du corps. Quand ils rentrent chez eux, ils se lavent les mains, ils changent leurs vêtements, ils montent le coffre-fort et ils essayent de l'ouvrir. Pendant que le corps de Justin est toujours dans la voiture. Moseley dit à Myers qu'il connaît un endroit où ils peuvent se débarrasser du corps. C'est situé à West Alexandria et c'est à 30 minutes de Clayton. Arrivés sur place, ils sortent le corps de Justin qui est à moitié dans la couverture. Il y a de la neige au sol, il fait quand même assez froid. Ils repèrent une grosse bûche et ils se disent qu'ils vont mettre le corps derrière cette grosse bûche. Ils mettent de l'ammoniac, des enzymes pour que le corps se décompose. Mais Myers, il veut pas s'arrêter là, il en veut plus. Il veut tirer sur le corps de Justin, il veut voir ce que ça fait de tirer sur quelqu'un. Moseley récupère l'arme dans la voiture pour la lui donner. Myers tire une première fois, puis une deuxième fois. Puis lorsqu'il tire une troisième fois, ça marche pas. L'arme se bloque, il dégage le bourrage et il y a une balle qui n'a pas été du coup tirée qui tombe au sol. D'ailleurs, plus tard, les policiers retrouveront cette balle. Après ça, il dit à Moseley, viens, on retourne à la maison et on tue Mark. Comme ça, on fait croire que c'est Mark qui a tué Justin, puis qu'ensuite il s'est ôté la vie. Il est vraiment sur cette idée de tuer de nouveau. Et en plus, il en avait déjà parlé à Moseley de cette idée, et Moseley lui avait dit non, non, on va pas faire ça. Finalement, ils n'y vont pas. Au lieu de ça, ils s'arrêtent dans un parc de Brooksville. Ils repèrent une benne à ordures et ils jettent l'ordinateur de Justin dans cette benne à ordures. Puis, ils se rendent à Englewood pour acheter un pied de biche dans le but d'ouvrir le coffre-fort. Et enfin, ils rentrent. Quand ils rentrent, ils ouvrent le coffre-fort et là, ils sont super déçus parce que dans le coffre-fort, il n'y a pas d'argent. Il y a des documents, il y a un petit peu de monnaie, il y a des balles, il y a des accessoires pour l'arme, d'autres objets aléatoires, mais il n'y a pas d'argent. Ils se décident de brûler toutes les preuves dans le jardin. Quand je dis toutes les preuves, ce sont les papiers, les vêtements. Et ils gardent quelques objets qu'il y avait dans le coffre-fort parce qu'ils se disent peut-être qu'ils ont de la valeur et peut-être qu'on pourra les revendre. Ils conduisent jusqu'à la maison de Logan pour poser ces objets-là. Puis après, ils vont à Tip City pour jeter le coffre-fort. Ils ont vraiment étalé des preuves partout.
Le lendemain, Logan est revenu chez Mosley et c'est à ce moment-là aussi où la police les a retrouvés, les a arrêtés et les a interrogés. Voilà pour ce qui est de la confession de Mosley. Quand même une confession qui est très détaillée et qui l'incrimine lui, mais aussi Myers. Pour rappel, lors de sa première interview, Myers dit aux policiers qu'il ne sait rien. Lors de sa deuxième interview, il leur dit qu'effectivement, il était chez Justin. Par contre, il n'a rien fait et c'est Mosley qui a tué Justin. Sa troisième interview est une nouvelle version de l'histoire puisqu'après les aveux de Mosley, il ne peut plus totalement nier. Il admet donc qu'il a tiré sur le corps de Justin Back et qu'il a effectivement acheté de quoi faire un câble d'étranglement. Cependant, il nie qu'il a tiré sur le câble d'étranglement et que donc il a aidé Mosley à étrangler Justin. Il dit aussi que pendant le meurtre, à la vue de tout ce sang lorsque Mosley a poignardé Justin, il n'était pas vraiment dans un état normal, il était choqué de ce qui s'était passé. Il ne savait pas trop ce qui se passait, il voyait tout ce sang, il était paniqué et il n'avait pas conscience des choses. Du moins, c'est ce qu'il dit aux policiers. Si cette affaire a fait beaucoup de bruit, c'est parce que Mosley, qui a poignardé 21 fois Justin et qui a tout avoué à la police, qui les a même aidés à retrouver le corps, qui leur a donné plein d'informations, n'a écopé que de, entre guillemets, une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, alors que Myers, qui a juste, encore une fois, vraiment entre guillemets, tiré sur le corps de Justin, lui, il est condamné à mort. Les avocats de Mosley ont même dit que si ça n'avait pas été pour Myers, Mosley n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Mosley a également aidé les policiers à retrouver le carnet dans lequel ils avaient écrit leur plan. Bien sûr, les policiers ont retrouvé des vidéos, des caméras de surveillance sur lesquelles on voit les deux garçons acheter des choses dans les magasins. Mosley a été condamné le 14 novembre 2014 et depuis il est emprisonné à l'établissement correctionnel de Ross. Myers, lui, a été condamné à mort le 17 octobre 2014 et à l'âge de 19 ans, il est devenu le plus jeune détenu dans le couloir de la mort pour l'Ohio et pour l'époque aussi. Actuellement, il est emprisonné à l'établissement correctionnel de Chillicothe. C'est un établissement qui est juste en face de la prison dans laquelle Mosley est emprisonné, ce qui est assez rigolo, et il est toujours en attente de son exécution. Ce meurtre en question a provoqué des propositions de modification à la loi de l'État de l'Ohio. Elle visait à augmenter les sanctions dans le cadre d'un meurtre, et cette loi a été appelée la loi de Justin. Pendant que Myers était en prison, il correspondait avec une certaine Abigail Moss et en février 2016, ça faisait à peu près 18 mois qu'ils se parlaient. D'ailleurs, pour son anniversaire, elle lui a même envoyé une lettre et la famille d'Abigail Moss ne comprend pas trop pourquoi elle fait ça. Austin a 21 ans. 3 mois de moins que mon petit frère. Ce n'est pas à moi de dire si Austin a commis le crime pour lequel il a été retenu coupable. Je n'écris pas parce que je pense qu'il est innocent et je n'ai aucune opinion sur sa culpabilité. J'écris parce que c'est un être humain qui endure une vie que je ne peux pas imaginer. Je suis membre de Human Rights, une organisation basée au Royaume-Uni qui aide à installer des prisonniers dans le couloir de la mort aux États-Unis avec des correspondants. J'ai découvert cette association pour la première fois alors que j'avais 16 ans. Je voulais m'impliquer à l'époque parce que je considérais la peine de mort comme cruelle, inefficace et déshumanisante. Je voulais un peu vous faire cette parenthèse que effectivement il y a des personnes qui sont correspondants avec des prisonniers dans le couloir de la mort. C'est le cas d'Abigail Moss. D'ailleurs, elle a écrit un article sur ça. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous le mettre dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. Moi, je suis pas sûre que je serais capable de correspondre avec quelqu'un sachant qu'il a tué quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout pour moi. C'est la fin de ce vol qui s'est transformé en meurtre et qui a tristement rendu célèbre le village de Waynesville. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette affaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.